Ouais, comme je te disais, j'ai cherché des trucs sur toi, et j'ai eu du mal. C'est rare. Enfin, souvent, tu vois, sur des journalistes, tu trouves des interviews que des gens leur ont faites, etc. Et toi, j'ai pas trouvé grand-chose. Et c'est une nature de silencieux, ou c'est parce que tu fais plein de trucs autour et que du coup t'es, euh, t'es occupé? Non, mais parce que je pense que c'est pas forcément notre rôle que d'être mis en avant. Ouais. C'est pas le terme mettre en avant les acteurs du milieu, mais nous on parle du basket et on n'est pas ceux dont on parle dans le basket. Après, c'est normal parce qu'on est dans un univers médiatique et que certains journalistes ben, ont un visage reconnu, hein, commencer par ceux des JT qui sont plus connus des fois que les gens dont ils parlent. Mais mais voilà, oui, il y a eu quelques petits focus, hein. Je veux pas faire ma publicité. Il y avait Basket Le Mag qui avait fait un article sur nous il y a quelques années, peut-être d'autres encore, j'ai pas ça en tête. Mais c'est pas forcément notre rôle. Et puis, je suis pas du genre influenceur à essayer de me mettre en avant, hein, bien que j'ai rien contre les influenceurs. Mais donc voilà, moi je parle du basket toute la journée, beaucoup du basket français surtout, mais je parle pas de moi et du basket, quoi. Donc c'est normal. Ouais. Mon parcours est assez classique. Après, peut-être qu'on va y revenir, mais c'est un parcours classique. J'allais y aller après, mais parce que bon, pour ceux qui connaissent pas forcément ton visage, t'es journaliste, mais tu fais aussi d'autres choses à côté, notamment dans un club. Ça, je pense que c'est Mhm. super intéressant et qu'il y a au-delà de l'étiquette journaliste, je pense que ce qui te correspond le mieux, c'est passionné en fait. Passionné de basket, tu le disais, t'en fais tous les jours, quoi. Oui, je ne sais même pas si le terme passionné suffit. Alors Ouais. c'est facile de dire ça. On va dire que je suis passionné par l'univers du basket et je me pose des fois la question, hein, j'en discute avec des joueurs même du milieu professionnel. Je me demande à quel est le degré de passion de certains joueurs et quelle est quelle est la nature de la passion. Si c'est la passion du jeu, si c'est la passion du milieu, si c'est des habitudes, si c'est la passion du phénomène social. Moi, je pense que d'abord, je suis passionné par le jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est tellement riche tactiquement. Euh, Franchement, de manière objective, je pense que c'est difficile de trouver plus riche. Et il y a tellement à aller en profondeur. Et puis après, parce que c'est un sport universel, donc on peut découvrir plein de choses autour de ça. Et ensuite, c'est un sport en expansion. C'est-à-dire que c'est un sport qui est déjà très installé, mais qui va vers de la croissance tout simplement. Et c'est bien, c'est enthousiasmant de vivre ça. Quelque part, des fois, on se plaint de la visibilité du basket, mais c'est bien de voir que ça s'accroît, que ça s'améliore. Des fois, on est frustré, on est obligé de mettre des choses en place pour que ça augmente. Et je pense que c'est tous ces facteurs-là qui font que je suis vraiment dingue de ça. Je pense qu'à ça, et c'est vraiment des fois problématique socialement, mais en tout cas, oui, se passionner de basket, c'est bien le terme. C'est un problème de passionné, ça, hein, d'avoir du mal à équilibrer après avec la vie personnelle. C'est pas facile. Je pense pour les joueurs, c'est un peu pareil, pour les entraîneurs, pour les gens qui gravitent autour du monde, c'est difficile à combiner parfois. Toi, Oui, tu considères que tu as réussi à trouver un peu un équilibre ou pas vraiment? oui, après l'équilibre il est toujours précaire parce qu'on a toujours envie de s'investir plus sur telle ou telle chose et c'est difficile. Moi, je trouve que c'est très important. Des fois, je veux pas stigmatiser personne, mais je croise des gens au niveau du journalisme basket et je me demande quelle est leur connaissance vraiment pointue que ce soit du milieu professionnel, mais des fois c'est vraiment une focale qui est très ciblée. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un pied dans un club, de s'investir les gens parlent tous, ils veulent tous avoir la volonté que le basket progresse. Qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour pouvoir le permettre d'avancer déjà, ne serait-ce qu'à leur échelle, vraiment à une échelle locale, et puis évidemment après de plus haut. Donc voilà, je dis pas que personne ne fait, surtout pas, mais c'est sûr que j'ai plus de plaisir à échanger avec, on va dire, là je parle de l'univers médiatique, avec des gens qui vont avoir un bagage déjà technico-tactique un peu plus élevé, qui vont être capables de le retranscrire, voilà, moi quand je vais parler avec des coachs, je peux pas m'empêcher, peut-être que je peux pas m'empêcher de leur parler du jeu, et puis après évidemment du milieu, parce que ça reste essentiel, mais voilà, excuse-moi, je me perds, mais il y a Non, non, tellement non, non. cet équilibre, voilà. Après, c'est précaire parce que des fois, bah, moi, j'aimerais coacher une équipe tous les jours avec un emploi du temps adapté. J'aimerais aussi pouvoir faire du développement du basket vraiment tous les jours. J'aimerais pouvoir, voilà, le fait de coacher le week-end, ben, ça m'empêche de faire pas mal de déplacements au niveau journalistique. Donc, bah, il faut faire des choix.
Donc l'équilibre, il existe, mais et renoncer à faire des choix, des fois, ça permet pas de faire tout parfaitement, en tout cas tout bien. Ouais. Ouais, puis il y a tellement à faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que sur tellement de domaines, que parfois la tâche, elle est vertigineuse, et puis ça donne envie de faire plus, et toujours plus, et toujours plus, et sur plein de domaines différents. Oui, surtout, moi, j'en ai pas, je suis pas venu, mais j'habite à Montpellier. Montpellier, c'est pas une terre de basket, mais ça reste une métropole très dynamique. Et justement, c'était mon intérêt de revenir à Montpellier, au-delà que je suis Montpellierin d'origine, mais c'était que je me disais, oui, parce que j'ai fini mes études aux États-Unis, à l'université de Louisville, qui était quand même Au programme. un milieu sympa pour pouvoir évoluer autour du basket. Mais je me demandais si c'était mon but, c'était de continuer et d'essayer d'intégrer par exemple, travailler dans l'univers de la NBA, autour de l'univers de la NBA, si c'était d'un point de vue journalistique, ou dans l'univers de la NBA, si c'était plus d'un point de vue euh, 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 coaching, ou même travailler dans une organisation. Moi, mon but, c'était plus d'être pas un pionnier du tout, mais un bâtisseur, et de prendre le temps de fonder quelque chose de solide et le faire dans un endroit où il n'y avait pas de basket, ça avait plus de sens que de continuer le bon travail qui était fait ailleurs, bien que des fois on est tenté par rejoindre des organisations professionnelles. Et pour le coup, à Montpellier, on part vraiment de zéro. Ensuite, il y a des difficultés même propres au secteur, sur la culture sportive, sur d'autres choses. Et du coup, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, et vraiment une projection à long terme, quoi. J'aime bien l'expression bâtisseur, parce que je trouve que ça te va bien, et je trouve que c'est un beau projet de quand tu réfléchis à ce que tu veux faire toi, où tu as envie de construire. Et je te rejoins sur le côté NBA, entre guillemets, c'est facile parce qu'il y a déjà une base, il y a déjà des fans, il y a déjà tout un univers qui est, entre guillemets, facile à suivre et de s'y implanter par-dessus pour vivre sa passion. Par contre, développer sa passion autour, c'est un vrai beau projet social et même de développement personnel. Je pense que tu dois en retirer un truc aussi particulier. Si tu es toujours là, c'est que ça doit encore te motiver. Oui, bien sûr. Déjà, l'aspect social, ouais, c'est l'univers du sport, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de mixité, c'est un lieu. Voilà, moi, je, je me suis marié, j'ai rencontré ma femme qui était basketteuse dans mon club, hein. C'est des choses classiques de la vie, et donc Ouais. forcément, ça a un impact très important. Et voilà. Après, comme je dis, on est passionné par le jeu. Il y a le jeu, et puis après, il y a l'univers. L'univers, ben voilà, quand on développe des projets. On s'en rend pas compte parce que c'est autour d'une association, c'est autour du sport, mais oui, c'est un projet comme pourrait être le projet professionnel. Il y a plein de choses. Et puis après, dans le développement personnel également, quand on coach, voilà, actuellement, je coach deux équipes. Il y en a une qui a vaincu cette année, il y en a une où on vient d'enchaîner. On a une période difficile. C'est la première fois que j'ai une période difficile sur un secteur senior. Comment rebondir après ça? Comment ne pas se laisser envahir par les émotions? Comment ne pas abandonner sa tâche à ces moments-là? Et c'est là que je trouve que peut-être qu'on voit plus le cœur des hommes et des femmes, évidemment. Voilà, c'est super enrichissant, même si c'est une prise de tête monumentale. Mais oui, effectivement, c'est peut-être des fois plus enrichissant que l'inverse, d'ailleurs, que de gagner tout le temps, et des fois d'avoir son ego qui devient démesuré. C'est dans ces moments-là souvent que tu vois vraiment comment l'équipe elle est construite psychologiquement, comprendre qu'est-ce qui se passe quand ça va pas en fait, pourquoi, comment on peut améliorer. C'est un petit processus d'amélioration continue, de toucher des petites choses. Enfin, c'est enrichissant même psychologiquement, humainement. Puis après il y a le côté tactique aussi. Où il y a un truc qui marche pas, comment on fait. Il y a vraiment, je suis d'accord avec toi, les deux côtés là, le tactique et l'humain. Et Ouais. c'est tellement compliqué, tellement compliqué. Ouais, et le plus frustrant, c'est que les mécanismes de la performance dans un niveau qui ne l'est pas, c'est-à-dire un niveau, pour le faire court, c'est un niveau pré-national, donc un niveau amateur, euh, c'est difficile parce que les leviers sont difficiles à activer. Il n'y a pas des matchs forcément, pour le coup, là, il n'y a pas des matchs tous les week-ends. Donc, pour pouvoir rebondir après des défaites, on n'a pas le mécanisme de la victoire, qui est le plus simple. Et puis, on a un sous-entraînement lié au niveau de pratique, qui fait que c'est difficile de se remettre dans le droit du chemin. Il y a aussi l'absence, malheureusement, de culture et de Q-basket. Donc, il faut arriver à transmettre des choses en un peu de temps, alors que la base, elle est légère. Donc, voilà, c'est sans vouloir stigmatiser ou dénigrer personne, mais c'est complexe.
mais la complexité amène, c'est des problèmes qu'il faut arriver à résoudre, et il faut trouver les mécanismes pour le faire. Et voilà, le terme développement personnel, c'est ça. Autour de ça, c'est, c'est, c'est tellement riche. Et le basket, c'est tout ça, quoi. Ça englobe tout ça. Et s'adapter au niveau, je pense, c'est super important parce que même, enfin, au-delà du niveau de stigmatisation, quand tu étais dans une équipe, il y a tout le monde qui a ses motivations personnelles, qui a sa façon de, voilà, pourquoi je suis là. Il y en a qui sont au pré-national, qui vont jouer peut-être pas forcément pour les mêmes raisons que ça peut être en professionnel, mais les problématiques, au final, au fond, sont un peu tout le temps les mêmes. C'est qu'il y a des gens qui ont des objectifs qui sont pas forcément liés avec le collectif, qu'il va falloir gérer. Enfin, tout ça, c'est un vrai, c'est un vrai débat, et je pense que ça se joue à peu près pareil. Les problématiques restent les mêmes. Alors, les motivations sont pas les mêmes, mais les problématiques restent similaires, je pense. Oui, il y a toujours l'état d'esprit à gérer, il y a comment on gère une dynamique de groupe, il y a effectivement les intérêts des uns et des autres. Il faut arriver à réunir tout ça et surtout à arriver à se projeter. Je pense que la projection, c'est le meilleur carburant, c'est-à-dire vendre un projet et après mettre les choses en place pour le faire, pour crédibiliser ce projet. Et puis ensuite, ben, il faut que ça se passe comme c'est prévu sur le terrain. Et il y a cette affirmation-là. Alors quand ça se passe, ben, tant mieux, on continue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aléas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. J'ai une équipe invaincue, je le disais, mais je parlais encore avec mon assistant ce matin des problèmes qu'on a, et malgré ce bilan comptable parfait, il y a des choses, et surtout dans la projection pour la fin de saison et pour l'avenir, ben, il y a des limites lesquelles on peut cibler déjà, et comment on fait pour les anticiper, comment on fait, est-ce que c'est possible de les résoudre ou pas. Et puis après, quand on se projette et que ça fonctionne pas et qu'on perd, là, c'est comment ne pas faire en sorte que le château de cartes s'écroule, garder une dynamique, relativiser aussi, parce que c'est, je pense, important. Il faut quand même se rappeler que c'est que du basket, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Voilà, il faut, c'est les phrases à la mode hein, du monde professionnel, mais ça marche partout, c'est-à-dire se concentrer sur ce qu'on contrôle. Et puis voilà, puis encore cette volonté de rebond qui dans tout projet existe. Je sais plus sur quelle vidéo j'écoutais, mais on parlait tu parlais de la WA et tu disais ça finira par aboutir par une montée. Ben ouais, voilà, moi je pense, enfin pour moi ça c'est pas des one shot. Moi je regarde les gens qui sont réguliers. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour le sélectionneur Vincent Collet. Ben, c'est toujours la question, ou Greg Boniou dans les années 90, c'était toujours la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux faire 10 finales et les perdre, bon, c'est difficile, mais ou faire des one shot, gagner une fois tous les 10 ans, et puis entre temps jouer le maintien, se faire virer. Voilà, bon, c'est un débat, hein, ça c'est mais Les à voir. motivations, quand les motivations sont pas les mêmes, que tu essaies de construire est pas le même, et forcément t'as un retour qui est différent. Je pense, moi je suis assez d'accord dans ma façon à moi de voir que si tu veux améliorer le basket en général, il vaut mieux structurer, et ça permet aussi dans les moments difficiles, ce que tu disais, t'as des défaites, etc., t'as des gens qui partent, bah, le fait que t'as la structure, le niveau de constance y reste, c'est pas facile non plus, parce que créer la structure, créer les façons de faire, pour créer une culture, c'est difficile. Il y a pas de recette miracle. Ah oui, ça c'est vraiment prendre les choses à la base. Je pense que la focale, on parle là de niveau de performance, mais même je pense que moi je verrais comme sur tous les associations, la base c'est l'école de basket. Et qu'est-ce qu'on met autour de l'école de basket? Et l'école de basket, il y a la partie terrain qui est essentielle, mais comment on fait pour que cette école de basket soit riche, qu'il y ait des enfants dedans? Une fois qu'ils soient dedans, comment ils sont accompagnés, comment ils sont fidélisés au basket, et comment en fait on crée des générations qui ne sont pas liées au basket, des futurs basketteurs à la fois de haut niveau, à la fois des niveaux intermédiaires, à la fois de niveau loisir. Voilà, ça c'était vraiment mon souhait de base. J'ai accompagné une génération où aujourd'hui de filles de l'école jusqu'à certaines là qui s'apprêtent à rentrer dans les centres de formation, qui font des essais en ce moment à Bourges, Lasvel, Basketland et compagnie. Ce ne sont pas des filles qui venaient du monde du basket, dont les parents. Des fois on croit qu'on est formateur j'en ai deux, trois cas de fils qui ont été, les parents étaient professionnels, pas forcément au basket, mais en tout cas dans le sport de haut niveau, ils sont mis au basket, ils ont des profils où ils vont faire 2,10 m. Nous, on a juste le mérite finalement de les avoir accompagnés le temps où ils ont été là, mais ils auraient été ailleurs, ça aurait été pareil, ils auraient percé. Après, c'est un peu voir un peu sur la masse
comment on fait, puis voir sur son territoire aussi. Moi, quand sur le petit secteur sur lequel on est, on va dire, j'avais cette génération de filles où dans une ville de 10 000 habitants, on avait 10 filles et on jouait sur tout le niveau sud-ouest, enfin la région Occitanie, avec des filles qui rentrent au pôle, qui rentrent en centre de formation, etc. Pour moi, s'il y avait ça dans chaque secteur de 10 000 habitants, le basket serait tellement haut. Donc, si tous, on arrive à avoir un investissement et une vision locale comme ceci, je pense que bah, le très haut niveau et le basket en France serait à une échelle complètement autre. Mais bon, c'est difficile il y a tellement d'aléas et de facteurs pour y arriver que ça reste plus facile d'en parler que de le faire, quoi. Il y a tellement de choses que tu sais pas trop par où commencer, mais je suis d'accord que pour moi, le centre du problème, enfin du problème, c'est pas forcément un problème d'ailleurs en l'occurrence, mais c'est les éducateurs. C'est-à-dire que quand tu es dans un club, dès petit, en fait, tu t'apprends, tu mets des choses aux enfants, des façons de faire, et puis tu les intéresses aussi au sport. Et ce que tu dis, c'est super intéressant parce que un Tony Parker, par exemple, Tony Parker, c'est pas les entraîneurs qui ont fait qu'il est devenu Tony Parker. Bien sûr, ils ont façonné un truc, ils ont imprimé des choses, mais le talent, il reste là. Par contre, ce qui est intéressant, quand tu as des bons éducateurs de bon niveau qui donnent de la culture du QI basket aux jeunes, c'est aussi que t'as tous ceux qui montent en niveau professionnel et tout ça, c'est important. Mais si tu mets même à plus long terme, même ceux qui jouent à petit niveau et qui s'y plaisent, puis qui arrêtent au bout d'un moment. Et c'est des gens qui, si jamais ils ont été bien éduqués au basket, qu'ils aiment ça, qui trouvent ça intéressant, qui vont continuer de regarder et qui vont devenir des fans à terme, et donc qui vont augmenter la médiatisation du basket. Ce qui n'aurait pas été le cas si t'as pas des gens qui apprennent bien, qui transmettent bien Oui, je pense que ça en revient dans un cœur associatif, même si moi je suis plus sûr que c'est exactement de l'associatif, mais c'est-à-dire qu'on a des générations et on a ceux qui percent le très haut du panier, puis on a ceux qui deviennent les têtes d'affiche dans les clubs intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui quittent pas pour aller dans les filières élites, qui restent là, et puis après il y a tous les autres et tous les autres doivent trouver finalement, il faut arriver à leur trouver une fonction valorisante autour du basket où ils vont continuer à s'épanouir. Il y a l'aspect du jeu, il faut qu'ils puissent accéder au jeu comme ils l'entendent et au niveau qui leur correspond, bien sûr, mais aussi il y a tellement de missions autour du sport et des fois, effectivement, c'est pas le jeu en lui-même qui va les accrocher, mais il y a évidemment l'aspect accompagner des générations, enfin devenir coach, quoi, éducateur, mais devenir dirigeant, de devenir bénévole, de devenir arbitre, de devenir communicant, enfin, il y a des aspects marketing, il y a tellement de choses autour du sport. Et c'est un lieu de société, un lieu où on fait société, un lieu aussi qui est très important, je pense, pour les conditions sanitaires. Je trouve que dans l'équilibre mental et l'équilibre évidemment sanitaire, aujourd'hui on fait face à des problématiques de diabète, de surpoids, etc. Je trouve que la place du sport, elle se pose là, elle se pose centrale. Voilà, donc enfin, il y a une multitude de projets et il faut être capable d'accrocher tout le monde et de pas voir seulement l'aspect joueur. Et en plus, des fois, moi, je me rappelle je parle pendant longtemps, désolé, mais je me rappelle, j'avais une génération pas très très forte de minimes régions. Et puis un jour, je leur ai dit, mais vous savez qui c'est qui va aller au plus haut niveau entre nous tous plus tard? Et en fait, j'avais un jeune arbitre au club qui était vraiment déterminé sur l'arbitrage. Et donc, personne n'avait songé à le suggérer parce que tout le monde s'était imaginé l'aspect joueur. Et alors que, voilà, et Dieu sait qu'on a besoin d'arbitres à tous les niveaux, que ce soit au très haut niveau, ils sont souvent critiqués, mais surtout dans tous les niveaux intermédiaires, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est facile de critiquer les arbitres. Ça, c'est un autre sujet, mais il en a besoin et il y a un épisode du podcast avec Johan Jeannot qui parle de ça, qui parle du besoin d'intégrer les arbitres jeunes pour, leur donner envie d'en avoir, de meilleure qualité. Ça passe aussi là. Si personne veut être arbitre, c'est difficile après d'avoir une émulation et de créer des bons arbitres. Et puis, en plus, ça aide aussi les joueurs à mieux jouer. Donc, c'est un peu au centre. C'est pas toujours facile de leur donner une bonne image. Et tu parlais de qu'est-ce qui t'accroche, qu'est-ce qui toi t'a accroché au basket, qu'est-ce qui a fait que t'es devenu du coup un passionné comme ça? Ça vient de la famille, ça vient de t'être tombé sur un truc en particulier?
C'est une histoire vraiment classique et justement, je viens pas du tout d'un univers familial sportif. Mes parents n'ont pas été en association plus jeune autour du sport, mais mon grand frère s'est mis au basket tout simplement en ayant vu la Dream Team et donc en 92 et ma mère qui était professeure des écoles et qui voulait nous inscrire dans un sport collectif et un sport individuel. Merci à elle. Elle a suivi mon frère et du coup, elle l'a mis au basket. On a aussi la chance d'avoir un club de basket. C'est souvent, on est dépendant de ce genre de choses dans la commune. Et moi, quand j'ai suivi, j'aurais vu mon frère, j'ai voulu faire pareil. Et le basket était très présent dans la commune grâce à cette association et grâce à un éducateur qui était très charismatique, un prof d'université qui jouait en parallèle, Nicolas Vierne pour donner son nom. Et donc moi, j'ai été tout de suite, ça a changé ma vie, ça a révolutionné ma vie que de commencer le basket. Il était très bon, donc il arrivait à former des belles générations. Donc on a connu des titres locaux, hein, des coupes, des tournois, des championnats, etc. Donc de fil en aiguille, on a commencé et je sais pas, j'ai peut-être un syndrome particulier, mais quand je m'intéresse à quelque chose et que ça me plaît, je me surintéresse à ça. Donc, on allait voir Montpellier à l'époque en pro. Il y avait Sylvain Lautier comme coach et on allait voir tous les matchs. Euh, ensuite, bah, c'était l'époque où on s'abonnait à tous les magazines. Et moi, je me rappelle, Basket News, j'allais voir, à l'époque, on n'avait pas Internet, on allait voir tous les classements NBA à chaque fois. Et, euh, et bref, donc c'est devenu à ça. J'ai fait autre chose parce que j'ai eu des déceptions au niveau de joueurs. Bah, la vie est parfois compliquée à ce niveau-là. Des clubs qui s'arrêtent, les clubs où on change de club, etc. J'ai essayé de faire autre chose. J'ai jamais trouvé une passion pareille. J'y suis revenu à l'adolescence. Et alors là, avec Internet, plus le fait que j'ai commencé à coacher, ça a complètement décuplé encore plus ma passion et je me suis focalisé sur ça, sachant que j'avais déjà idée de devenir journaliste. Les deux se sont combinés et en parallèle, j'ai continué en plus le coaching. Donc ça fait, ça fait 15 ans que j'y suis et je suis un drogué, tout simplement. T'as commencé jeune, du coup, à coacher? Ouais, bah, c'est tout con, hein. C'est les associations qui sont pas structurées, mais ça donne des opportunités à saisir. J'étais en cadet, mon coach de cadet qui était dirigeant au club également, nous a dit qui c'est qui veut coacher les Benjamins? On n'a pas de coach pour les Benjamins, mi-septembre. J'ai dit bah moi. Euh, J'avais déjà envie de le faire et du coup ils m'ont donné les clés et puis c'était parti sans aucune formation, sans aucun accompagnement. Voilà, c'était catastrophique au début. Et puis voilà, et puis après je m'y suis mis et j'ai fait mes études, j'ai fait mon école de journalisme à Tours. J'ai rejoint le Touraine Basket Club sur place. Je me voyais continuer à entraîner. J'ai été au Canada poursuivre mes études. J'ai tenté aussi, j'ai coaché un petit peu sur place. J'ai été à l'université de Louisville, comme je l'ai dit. J'allais voir des matchs de high school. Enfin, j'avais été aussi dans le Minnesota au lycée. J'allais voir des entraînements, je dialoguais avec les entraîneurs. Enfin, j'avais cet aspect autour du jeu qui me plaisait. Et puis finalement, quand j'étais aux États-Unis, j'ai senti que ça me manquait. J'avais pas d'équipe à entraîner, et c'est là que, en rentrant, j'ai voulu vraiment m'investir dans ce milieu-là et continuer à évoluer. J'ai toujours envie de le faire, quoi. Ouais, c'était un peu par hasard, t'as tombé une équipe, mais si ça avait été plus tard, tu penses que tu serais quand même arrivé dedans au final de coacher. Clairement, clairement, j'avais déjà suggéré moi-même que je voulais faire ça et puis enfin ça correspond vraiment à tout et puis ça a changé, enfin franchement ça a changé ma vie d'apprendre à apprendre, de réfléchir comment faire apprendre à apprendre, de développer des projets et puis j'ai toujours eu la volonté de mettre le basket en avant, etc. Donc le faire auprès des jeunes, auprès de leur famille, de les inciter à continuer, de les inciter à persévérer, de les inciter à passer des caps. Enfin, c'est tout ce que j'avais envie de faire et grâce à ça, j'étais en capacité de le faire. Pour moi, il y en a qui aiment bien faire des jeux de pro management, de gérer ça sur Internet avec du secteur pro et tout. Mais moi, c'est grandeur nature de faire ça. Et comme on dit, c'est vraiment des projets qu'il faut gérer complètement en avant. On est au mois de février, même à l'associatif. Moi, je suis complètement tourné. Une partie de mon cerveau est tournée vers l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut pour s'améliorer sur et en dehors du terrain, les plannings d'entraînement, comment arriver à améliorer, le budget. Enfin, il y a le présent et puis il y a toujours le, le, le futur. Et ça, enfin, dans le sport associatif, on peut le faire et c'est passionnant, quoi.
Ah, parce que c'est exactement ça. C'est la simulation, les jeux de simulation, mais avec plein de paramètres et beaucoup plus que tu peux en avoir dans un jeu informatique au final, parce qu'il y a tout le côté humain qui est difficilement retranscriptible dans un jeu, quoi. Parce il y a tellement de choses à gérer que, en plus dans une association, quand tu compares par rapport à un club professionnel, il y a des choses qu'il faut que tu gères, des plannings d'entraînement, des machins, des problématiques autour que t'as pas dans un monde professionnel parce que c'est plus structuré. Oui, oui, c'est ça. Et puis généralement, il n'y a pas cette capacité à. On est, on est, on est plus libre, entre guillemets. L'éviction d'un entraîneur, ça existe, mais c'est quand même plus compliqué. On ne peut pas arriver à se dire, bon, bah, on change parce qu'à la fin, pour récupérer quelqu'un, on va forcément trouver. Je veux dire, quand on est en Betclic Elite, on va forcément avoir un coach, même parce qu'on le paye, on le fait venir d'ailleurs, c'est possible. C'est pas le cas sur ces niveaux-là. Il faut. Voilà, moi, c'est beaucoup plus complexe et complet. Voilà, mais le niveau de frustration va aussi avec. Hein, donc, c'est Fabien Romeillet qui disait ça dans un de tes podcasts que j'ai trouvé très, très intéressant. Il disait que le niveau des bas, alors là, il parlait dans le coaching purement, mais le niveau des bas est beaucoup plus fort que le niveau des hauts est fort. Et ça, c'est clairement ça. Je vais en parler avec mes deux équipes que je coach cette année. J'ai un bilan de 19 victoires, 4 défaites. Mais l'équipe invaincue, c'est 5 minutes après le match et puis on passe à la suite. Et par contre, le niveau des défaites, ça t'empêche, les Ça dynamiques ronge, négatives, c'est clair que ça t'empêche de dormir. Donc voilà, ça ronge de l'intérieur. c'est ça. Et puis c'est Dans prenant. 2 secondes, excuse-moi, je coupe, tu couperas. Je vais juste arrêter un truc qui tourne chez moi. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Mais ouais, je Donc, suis tout à fait d'accord en tout cas sur moi, même à mon niveau personnel, mais même après à ce avec quoi je suis relié. Tu te rappelles toujours plus des moments en bas parce que ça te ronge de l'intérieur, ça te bouffe et puis ça laisse des qu'est-ce qui aurait pu se passer si. Et c'est la Fédération française de la Loose qui disait ça dans leur introduction de livre. Il disait tout le monde se rappelle de où ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé pour les finales perdues, le Munich 3-3 en foot ou voilà, la finale 2006. Et il y a moins de monde qui se rappelle des victoires parce que c'est comme ça marque plus, c'est plus intense, c'est plus dur, c'est plus frustrant et l'euphorie de la victoire, il est court par rapport au regret que tu peux générer. Mais ça, je pense que c'est aussi la nature humaine. oui, oui, c'est ça, mais je pense que c'est une philosophie. Il faut arriver aussi à évoluer par rapport à ça. Il faut pas, il faut le reconnaître, mais aussi il faut accepter de pas, enfin, il faut lutter pour pas se ronger. Je pense qu'il y a une philosophie à avoir. Je pense que l'entraide doit être plus forte que quand c'est difficile. Euh, je pense on voit beaucoup plus. J'en parlais plutôt la nature des gens, mais être là avec la personne qui est en difficulté, à ce moment-là, c'est toujours, ça marque plus et c'est pas fait de se sentir une meilleure personne, mais je pense qu'il y a des gens quand même qui le font, il y a des signes, il faut être capable de les voir, il faut aussi être capable de noter le positif. Euh, mais bon, c'est pas évident, hein, c'est clairement pas naturel de le faire, mais je pense que bah, moi, dans cette étape-là, là je parle d'un purement personnel, bah, j'essaye de voir cet aspect positif, même si s'y raccrocher le soir quand on n'arrive pas à dormir, ça marche pas. Mais en tout C'est plus cas, dur. on évolue grâce à ça, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et en parallèle de ton truc de coaching, tu disais que tu avais fait coaching avant, mais que tu avais déjà l'idée d'être journaliste. Ouais. C'était pour des raisons similaires, c'était pour d'autres raisons. T'as toujours voulu faire ça. Enfin, je suis assez curieux de nature, hein. Je m'intéresse évidemment au basket et ça prend une large partie de mon temps, mais je m'intéresse à plein de choses. Et bon, j'ai grandi dans un univers, je veux dire, assez érudit, sans vouloir dire enfin, c'est un milieu intellectuel. Hein, je cherche pas, mais en tout cas, on était très ouverts. On avait beaucoup de discussions sociétales dans ma famille.
et je pense que ça m'a guidé naturellement vers le journalisme. Voilà, et je me rappelle même plus en fait quand est-ce que j'ai voulu le faire, mais je me rappelle que c'était très tôt. Et je sais juste que j'ai réussi à l'exprimer quand j'ai commencé à écrire sur le basket, hein, c'est tout con, mais sur un forum comme quoi, des fois, passer ses heures, au lieu de travailler ses cours, c'était en troisième, je m'étais inscrit sur un forum qui marchait bien, qui s'appelait Basket in Forum. Et il y avait que des anciens, des gens qui suivaient le basket assidûment depuis très longtemps, sur le basket NBA essentiellement. Et il y avait un site en parallèle qui s'appelait basketfever.com. Et ils cherchaient des contributeurs. Et quand j'ai commencé à écrire et à avoir des analyses un peu plus justes que des posts d'un ado avec plein de fautes de 14 ans, ils m'ont fait intégrer ce site. Et puis finalement, je me suis mis à écrire tous les jours. Donc, je développais ma plume. Et en parallèle, du coup, ça m'a accroché à l'école à des matières qui auparavant m'intéressaient peut-être moins, autour de l'écrit. Enfin, je me rappelle avoir fait des journaux du lycée, des journaux du lycée, des choses comme ça, qui font que ça m'a accroché, et d'avoir très vite ciblé l'école de journalisme de Tours comme volonté. Donc j'ai cette chance qui est pas de mon fait, hein, qui est une chance pour moi dans la vie, c'est-à-dire de tout de suite savoir ce qu'on veut et de pas être perdu dans. Il y a des gens qui recherchent leur passion, qui recherchent même leur hobby, et qui ont plein de qualités, mais qui savent pas en fait vraiment où concentrer leur énergie et leurs envies. Et moi, voilà, donc je suis allé sur le milieu journalistique. Et comme juste avant de réintégrer cette école, j'avais créé catchandshoot.com, le site qui était l'ancien nom en fait de vibasket.fr. Ben, en fait, en parallèle de mes études, j'avais tous les jours j'avais tous les jours une possibilité de mettre en pratique ce que j'apprenais. Et comme ça a fonctionné, j'ai continué sur sur ce projet professionnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est, enfin, le journalisme, c'est aussi parce que bah, je lisais, j'en parlais, tous ces magazines de A à Z. C'était vraiment mon passe-temps favori, quoi. Ouais, parce que dans la formation de journaliste, tu as d'abord un tronc commun, si je me trompe pas, vraiment très général, et c'est ensuite que tu peux te spécialiser comme journaliste sportif. Oui, alors ça c'est classique, hein. Bah, alors déjà, bon, ça fait 10 ans maintenant que j'ai fini les études quasiment, mais à l'époque, le fait de passer en école de journalisme, c'était 20%. Enfin, 20% des journalistes encartés, donc les journalistes professionnels en France, étaient passés par une école de journalisme, qui était un record, parce qu'avant personne ne passait par ces écoles de journalisme qui sont développées au fur et à mesure. Euh, et puis, et voilà. Alors, la formation à Tours à l'époque, c'était justement l'un de ses avantages, c'est qu'ils avaient vraiment une sélection plurielle d'individus. Il y avait des post-bac, on pouvait y pénétrer en post-bac. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti un semestre aux États-Unis entre-temps, après mon bac, ce qui m'a permis de vraiment, c'était mon rêve, parce que le rêve américain autour du basket, évidemment. Euh, et puis, euh, et puis autour d'autres aspects que j'avais envie de découvrir. Et donc, j'ai pu faire ça. Mais effectivement, c'est un tronc commun. La plupart avaient fait une licence, une prépa, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est quasiment systématique. Même l'école de Tours n'accepte plus les post-bac. Et donc, voilà. Mais c'est ce que j'avais apprécié dans leur façon de faire, c'est qu'ils avaient pris des gens de tout milieu. Et d'ailleurs, dans chaque promotion de 25 élèves, étudiants du moins, on retrouvait un peu le cœur de ceux qui voulaient devenir journalistes sportifs, qui sont loin d'être ceux qui ne s'intéressent qu'à ça d'ailleurs, et qui ne sont pas capables d'aborder d'autres sujets politiques, sociétaux, etc. Ouais. Et ensuite, bah, t'es parti aux États-Unis, donc t'as parlé de Louisville, qui est quand même, d'un point de vue basket, un vrai programme super connu. C'était déjà en réfléchissant, en te disant, bah, j'ai envie d'aller dans une université où il y a vraiment du basket, ou c'est que t'as eu une opportunité. Oui, clairement. Bon, après, il y avait le lieu de vie aux États-Unis qui était déterminant. C'est quand on fait quand on fait des études supérieures, on a maintenant la possibilité de faire moult échanges. L'université de Tours avec laquelle j'étais, bah, il n'y avait pas trop de choix. Il y avait Rémi Réverchon qui avait été passé quelques années auparavant, lui qui avait été dans le Colorado. C'était dans des petites facs, éloignées des centres urbains. C'était compliqué. Et en plus, moi, j'ai jamais eu des dossiers scolaires vraiment très très aboutis, et donc j'avais dû aller au Canada, mais ce qui avait été une année, et j'avais été frustré de ne pas vivre une année universitaire aux États-Unis, et j'avais la chance que Montpellier, la ville dans laquelle j'ai grandi, ait un échange soit jumelé en fait avec Louisville. Et en 2013, Louisville est champion, même si le titre a été retiré officiellement à cause des problèmes
de recrutement, venait d'être champion NCAA en 2013. Et voilà, moi j'ai fait un dossier, j'ai été pris et j'étais dans une équipe qui était du coup qui était tenante du titre à l'époque. Il y avait Terry Rozier, il y avait Montrezl Harrell, il y avait d'autres joueurs. C'était pas la star, c'était pas les stars d'ailleurs de l'équipe. Du coup j'étais baigné dans cette culture. En plus, ce sont des États, c'est vraiment la frontière de l'Indiana. Moi, j'ai toujours été fasciné par le côté historique du sport aussi. Et l'Indiana, c'est vraiment le théâtre du basket rural. Le Kentucky aussi, du coup. Kentucky, le programme Kentucky, pas ou Louisville, qui est le rival donc de Louisville, c'est un programme historique. Ils ont plein de titres et puis ils avaient vraiment à l'époque avec Calipari, ils prenaient tous les meilleurs prospects. Voilà, il y avait vraiment cette partie-là, donc j'essayais de m'enrichir là-dessus. Je regrette, j'aurais voulu faire un stage dans le staff de Rick Pitino, avec qui maintenant j'ai en plus des potentiels contacts et tout, donc c'est dommage, mais bon, j'ai quand même pu vivre des choses incroyables. Je suis allé voir un Duke North Carolina au premier rang. Justement, le statut de journaliste permet de faire ce genre de choses. Enfin, j'ai fait 36 heures de bus pour pouvoir le faire. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait des salles comme Butler, au-delà des salles NBA. J'ai fait l'All-Star Game NBA. Je me rappelle aussi avoir vu un match exceptionnel de Tony Parker de playoff contre Portland. Et pour moi, c'était l'année d'ailleurs du titre de 2014. Donc j'ai eu des expériences basket qui sont exceptionnelles, mais moi, c'est pas toujours le haut du panier que je veux retenir. Justement, aller voir des programmes vraiment méconnus, voir comment ça se passe dans les coulisses, très loin des paillettes de la NBA, c'est vraiment tout aussi passionnant. Ouais, le basket universitaire, c'est quelque chose, ceux qui connaissent pas, si vous voulez aller regarder sur YouTube des belles ambiances, il y en a quelques-unes sympas. Pas citer quelques universités connues, mais il y en a plein d'autres. Et il y a toute une structure qui est super intéressante. Et du coup, t'en as fait partie, c'est ça? Tu disais à Louisville, t'étais intégré avec l'équipe ou tu faisais du Non, 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 parallèle? j'ai pas eu cette chance. Enfin, j'avais pas planifié malheureusement. Bon, après, j'ai visité 30 États dans l'année hein. En bus, en couchsurfing, vraiment dans la galère, mais allez, c'était très très bien comme ça. Et donc, bon, si c'était à refaire, j'aurais essayé de trouver des moyens d'assister plus aux entraînements, etc. Mais encore une fois, j'avais déjà catch and shoot. Et du coup, en plus, on avait un site à l'époque qui s'appelait basketaméricain aussi.com en parallèle. Et j'allais voir les matchs de Louisville, j'allais aux conférences de presse, j'allais essayer au maximum de pénétrer ce milieu-là et de voyager. Et puis c'est toujours intéressant. En plus, pour le coup, à Louisville, Rick Pitino, c'est le coach le plus. Enfin, c'est vraiment, il est emblématique et il est exceptionnel dans l'échange. Et puis sa pédagogie, il était tellement expérimenté, tellement installé que il t'apprenait plein de choses. Alors que je suis allé voir des matchs de Kentucky, qui était à 1 heure et demie de route, où il y a une ambiance incroyable. La salle, c'est pas possible. Puis il y avait que des futurs stars NBA, même finalement ça a été une mauvaise cuvée, mais ils avaient que des joueurs qui avaient été 5 étoiles au lycée, et Calipari très fermé, pas intéressant, mais c'est toujours passionnant quand même de pouvoir communiquer avec ces acteurs, même si bon là pour le coup il y a la presse locale qui est impliquée, enfin je veux pas mentir, c'est pas nous qui posons les questions et tout, mais en tout cas de voir les coulisses de ça. Et puis moi j'allais voir aussi en plus le basket féminin, euh, parce que je me suis toujours autant intéressé au basket féminin. Donc, qui est plus facile en plus, c'est plus facile de rentrer dans l'échange. Donc voilà, c'était vraiment très complet. Et j'espère je pense que Fabien Romeyer, encore, je le recite, hein, il disait que tous les 2-3 ans, il faudrait s'arrêter, voyager, échanger. J'espère que j'aurai d'autres possibilités de le faire, pas forcément aux États-Unis d'ailleurs. Hein, par exemple, ça serait intéressant à un moment de se pencher de la formation en Chine et au Japon, comment ils ont fait pour pouvoir avoir atteindre ce niveau de compétitivité en si peu de temps. Mais il n'y a rien de mieux pour évoluer pour évoluer dans sa vision du basket. Ouais, alors déjà en plus, maintenant on a la chance de pouvoir trouver des matchs un peu partout, de regarder à distance, mais il y a rien de plus intéressant que d'aller sur place, d'aller discuter avec les gens, d'aller voir comment ils travaillent vraiment, quels exercices ils font. Et en fait, ça se compare à des choses dans la vie professionnelle normale ou pas normale, non sportive, où tu fais les choses d'une certaine façon et puis tu vas voir une conférence d'un autre mec qui t'explique comment eux ils travaillent et puis tu te dis mais c'est bien, je vais adapter ça. C'est exactement pareil.
C'est exactement pareil et je pense qu'on a plein à apprendre, on a plein de choses à apprendre sur d'autres. Alors on parle souvent de la formation serbe parce qu'elle est très connue, elle est très réputée. Ils ont une certaine façon de faire. Il y en a plein d'autres pays qui produisent, qui sont tout petits comme ça et qui produisent plein de bons joueurs. Et puis Mhm. l'exemple de la Chine et du Japon, il est super intéressant parce que effectivement, la façon dont étaient formatés les joueurs est toujours la même. Si on regarde les équipes il y a 20, 30 ans, c'était toujours un petit peu les mêmes profils de joueuses, mais exploités complètement différemment maintenant. Mhm. Un peu moins kamikaze, un peu plus réfléchi, un peu plus tactique. Ils ont amené des techniciens d'autres pays aussi. Le partage, l'échange. C'est ça Ouais. qui souvent fait la magie de l'apprentissage. Ouais, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a des écoles qui sont évidemment en fonction des modes. Bah, géographiquement, moi j'ai la chance de- d'être pas loin de la Catalogne, que je considère comme un des viviers incroyables du basket moderne. J'aimerais pouvoir m'intéresser à un moment donné, comprendre pourquoi ça a pris comme ça et quelle est la culture aussi au niveau du sport en Espagne autour du sport collectif qui fait que ça prend. C'était chaque année, bon, on va le reprendre, ça y est, sans le Covid, on allait, nous, on amenait toute notre école de basket dès le plus jeune âge, à 7 ans, faire un gros tournoi juste après la frontière tout un week-end. Ça permet de créer des liens en interne, de fidéliser bien sûr, mais surtout de voir autre chose. Et les infrastructures, comment elles sont pensées pour des endroits qui ont moins de moyens que nous aussi. Et donc, des fois, des salles qui sont, franchement, des fois, moi j'ai vu le championnat espagnol, la structure est pas plus belle en soi, bon, parce qu'on a eu un rattrapage, mais comment elles sont mises en place et pour comment ça prend forme. Voilà, et, euh, et puis voilà, comment la culture du sport, la culture du jeu, comment ils arrivent avec des profils qui sont pas forcément destinés au niveau, qui sont pas profilés, comme on aime bien dire, ils arrivent à créer des joueurs très compétitifs, des coachs aussi. Et voilà, et puis il y a plein d'écoles maintenant. Je l'ai dit en introduction, un sport universel. L'Australie fait des choses de son côté. Évidemment, ça ressemble plus à peut-être un modèle nord-américain. Le Japon, bah, justement, a créé sa façon de jouer. Il y a les historiques, les Baltes, les ex-Yougos, mais partout. Donc, c'est génial. Et puis en plus, avec Internet, alors il faut aller sur place, ça change pas. Mais je suis plein dans des groupes WhatsApp avec des coachs un peu geeks qui partagent des datas, qui partagent des formes de jeu. Maintenant, tout le monde fait des formes de jeu. On a des séquences vidéo de 15 secondes partout qu'on s'envoie, etc. C'est euh, c'est sympa, mais après, il faut aller sur place dans les salles, échanger, voir comment les coachs eux-mêmes échangent avec les staffs, avec leurs joueurs. Enfin, il n'y a rien de tel pour s'enrichir. Ouais, et puis de le faire très très jeune au niveau des écoles, je pense que c'est super intéressant comme idée. Alors c'est toujours plus facile quand t'es proche de la frontière. J'imagine que quand t'es au centre de la France, organiser un voyage pour aller en Espagne, en Italie, bah ouais, ça fait loin. Mais c'est super intéressant. Les jeunes, moi je sais quand j'avais participé quand j'étais tout petit à un tournoi international et ça ouvre l'esprit sur plein de choses, et même de Mm. croiser des petits, on avait je sais pas, on avait 10 11 ans, de croiser des petits qui en fait parlaient notre langue et qui donc déjà rien que ça, de pratiquer ça à travers la pratique et la passion, c'est super valorisant même pour les petits. On parlait de fidélisation tout à l'heure, je pense que c'est aussi un vecteur quoi, de créer des Mm. émotions pour les jeunes. C'est ça, mais même aller dans d'autres régions, hein. Moi j'aimerais bien comprendre, je regardais le Maine-et-Loire, là je vois qu'ils ont 16 000 licenciés dans mon comité, et qui peut plus peut-être sans doute, je pense, au niveau l'Hérault, on doit être 6 000, voir bah, la culture. Je me rappelle avoir fait les tournois à la Micaline, hein, les tournois U15 nationaux, et voir les gens du Nord, les Alsaciens. Là, j'ai la chance, même j'ai la chance d'aller en Martinique dans 10 jours, ma sœur y habite. Et je me dis, bah, je veux forcément chercher à aller voir un peu, faire un saut dans une salle ou sur un terrain pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Et voilà, aussi, parce que je suis curieux à ce niveau. Mais, euh, mais oui, puis les règles hein, pour citer l'Espagne, c'est pour moi sur la formation, c'est des règles basiques que j'ai essayé d'instaurer dans mon comité. Ça n'a pas fonctionné malheureusement, c'est dommage. Mais typiquement, par exemple, je vais en citer une, c'est sur la règle de l'alternance. La règle de l'alternance,
j'ai commencé le tournoi avec mes U11 filles. J'avais des U11 filles, on jouait en plus en tournoi U12 parce que c'était pas les mêmes catégories. Donc j'avais des U11 et des U10. On était dominantes chez nous, on jouait qu'avec des garçons. Et là-bas, c'était plus compliqué. Bon, face à des U12, évidemment, ça c'est difficile. Mais donc la règle de l'alternance, je comprenais pas. On n'avait pas le ballon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était pour l'équipe en face quasiment. Je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, le ballon tenu, c'est l'équipe, c'est la joueuse qui va chercher la balle, qui récupère la balle forcément. Et ça donne une suragressivité importante. C'est-à-dire que, et puis ça t'oblige à faire vivre le ballon beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il faut trouver vite des options. Il faut vite lâcher le balle. Donc les autres, elles doivent se rendre disponibles beaucoup plus vite pour pas que tu gèles le ballon et que la défense vienne la chercher. Et il y a cette notion d'aller chercher le ballon dans les mains qui est vraiment décuplée. Et donc on s'est adapté au fil du tournoi et on s'est rendu compte que les filles se sont très vite adaptées, ça les a aidées. Et puis après, il y a les temps de jeu aussi, il n'y a pas de championnites, ou beaucoup moins, parce que typiquement, là, c'est découpé en 6 périodes de 5 minutes, ou 8 périodes, je me souviens plus. Tu n'as pas de temps mort et tu n'as pas de changement. Et donc pendant 5 minutes, les joueurs jouent. Et au niveau cardio, et surtout, tu es obligé de faire jouer tout le monde 3 périodes et maximum tout le monde 5 périodes. Donc tu vas pas mettre 40 minutes sur le terrain le plus fort. Et le grand qui est un peu pâteau parce qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas efficient encore au niveau U11, c'est sûr, il est obligé de jouer, il est obligé de se développer. Et tu t'es pas là à faire des touches, des systèmes de touches en U11, en U13. Pour moi, c'est pas dans ma conception. Et là, tu peux pas arriver, prendre ton temps mort et dire voilà, tu vas faire ça pour essayer de marquer un panier, gagner le match. Non, c'est le joueur appartient au jeu encore plus, quoi. Le jeu appartient au joueur plutôt encore plus. Et les objectifs, on parlait d'objectifs tout à l'heure, les objectifs sont pas les mêmes dans la formation. Parfois, on a des éducateurs, mais même des parents, des joueurs qui cherchent à gagner. Alors forcément, oui, c'est le but final, mais l'objectif global, il est plus élevé que ça. Et c'est vrai que les Espagnols, des joueurs comme des Juan Carlos Navarro, qui était moi mon idole quand j'étais petit, on en a pas nous des comme ça, des gens qui tu les croises dans la rue et tu te dis mais jamais il joue au basket lui. Mais si. Et puis il y a un truc aussi, tu parlais d'agressivité sur les tenues. Moi, il y a un truc qui me fascine toujours chez les Espagnols, c'est la vitesse de bras. Et maintenant que je vis en Espagne, je vois les petits, ils leur font des exercices comme ça, de vitesse de bras. Parce que du coup après ça développe des habiletés de quand le joueur y passe, de vite toucher la balle. Enfin, des petites bêtises qui au final, je sais pas comment c'est arrivé que dans ce pays-là il y a une culture et que du coup il y a un mec qui a dit on va faire comme ça et du coup ça découle et tout le monde commence à faire. Mais ça, c'est une petite idée, ça se prend, ça se ramène. Et ça revient à une chose. Moi, si j'avais le temps, j'aimerais m'arrêter. Et bon, je n'ai pas envie d'arrêter tout ce que je fais, mais j'aimerais m'intéresser à l'histoire des entraîneurs. Et l'histoire, comment le jeu est arrivé en 1891. Ensuite, bon, il s'est répandu, donc les règles se sont installées, et puis les entraîneurs ont commencé à s'adapter par rapport aux règles, et notamment en France, et voir le parallèle évidemment avec l'Espagne ou l'Italie, de pays proches de chez nous où ça s'est développé plus vite et plus fort le basket, mais même au niveau français, comment on a les éducateurs, qui c'est qui a mis en place telle chose. Mais moi j'aime bien quand j'entraîne, typiquement quand j'entraîne et qu'on fait encore des choses qui existent depuis des décennies maintenant. Typiquement un UCLA cut, ça existe toujours, c'est toujours employé, on en revoit, ça revient pas mal à la mode, il y en a, mais moi quand je veux faire un peu mon vieux con, mais quand je veux mettre en place un UCLA cut dans la saison, je veux forcément dire qui c'est qui l'a mis en place, en plus c'est facile, hein, et pourquoi, et qu'est-ce que ça génère. Après ça c'est sur la côté tactique, mais mettre cet aspect historique. Et ça serait bien, c'est marrant, tu dis pourquoi en Espagne ils sont mis à développer plus la vitesse de bras, qui c'est qui a mis ça en avant, comment ça s'est répandu, comment ils le font aussi. Et puis c'est super important parce que il y a des coachs qui réfléchissent, heureusement depuis longtemps aussi en France. Moi j'ai eu la chance à notre Montpellierin de passer du temps avec Nicolas Pérez qui est entraîneur individuel dans le staff du BCM Gravelines Dunkerque, et donc il intervenait beaucoup dans mon club quand il était à Montpellier, et tous les petits, c'était sur la vitesse de main pour la prise du ballon. Comment faire en sorte, lui c'était vraiment autour du tir, comment faire en sorte que le tir ne soit pas saccadé, qu'on perde le rythme
parce que des fois, la vitesse de main sur le ballon, c'est mal placé. Il faut remettre ses mains, donc on casse le rythme du tir. Et derrière, il faut retrouver de la force ailleurs. On perd évidemment en efficacité. Et, euh, et ben, toutes ces réflexions-là, comment elles ont été amenées par les coachs, et puis comment elles se répandent après, comment elles deviennent quelque part une identité du basket national. C'est vachement. Je rêverais de passer du temps avec des anciens sélectionneurs, des anciens coachs qui pourraient nous expliquer. Bah, nous, c'est facile aujourd'hui. Je parlais des groupes WhatsApp et tout, d'échanger, d'aller en Espagne, on prend, enfin, c'est pas loin, etc., d'aller aux États-Unis, c'est très ouvert. Mais comment, ne serait-ce que Jacques Monclar, au début, quand il a repris l'équipe, il avait son passé de joueur, il avait vu tout ce qu'il avait vu, mais comment il a incorporé d'autres choses, avec qui il en a parlé, qu'est-ce qu'il a ramené, qu'est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a vu d'autres coachs précurseurs dans les années 90, comme Greg Bonio, etc. Comment ils ont fait, quoi. Les parcours des gens, c'est super intéressant. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant quand tu fais intervenir des gens, c'est qu'ils racontent un petit peu ouais, le pourquoi. L'histoire de Fabien Romeyer, moi, je la trouve super parce que là, c'est pas tactique, mais c'est un peu pareil. C'est l'évolution, l'évolution des croyances, de voilà, qu'est-ce qui est important. Et puis en fait, tu te rends compte que en fait, son évolution vers le travail de directeur sportif, elle est super naturelle. Et c'est la même chose. La façon dont tu développes ton jeu, tu prends l'exemple de Vincent Collet tout à l'heure. Vincent, il a développé son jeu parce que forcément il y a des croyances, parce que forcément il a appris des choses, etc. Mais il y a forcément des influences. Tu prends ça de là, tu prends ça de là. Ça là, je suis d'accord avec toi. Avoir un livre de ça, ce serait. Puis c'est raconter l'histoire du basket en fait. Comment au départ, si on revient aux bases, le mec il se passait la balle et il courait, il jetait la balle contre la porte Ouais. avant Pourquoi de. ils avaient, je sais plus comment on appelait ça, la roucoulette ou je sais plus quoi pour tirer, le ripoupou, un truc Le comme ça pour ripopo, tirer, le ripopo. ripopo. Voilà, et puis comment après ils ont intégré d'autres formes et par qui. Mais même, tu vois, à l'échelle très locale, se dire, on parlait de la Vendée ou du Nord ou de l'Alsace tout à l'heure, même les Landes, pourquoi ça a pris. Moi, je me rappelle, j'ai regardé sur l'INA un reportage de 1995 qui expliquait pourquoi les clubs landais arrivaient à avoir des gros niveaux nationaux et garder des joueurs de niveau supérieur. C'était par rapport à la richesse de l'agriculture grâce au canard, l'industrie du canard. Mais des fois, ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça qu'il faut s'intéresser de manière plus globale. Et je pense que Vincent Collet, dans son basket, il y a une espèce de façon de voir la vie qui fait que le basket va plus être collectif, que toutes ces équipes ont toujours une domination et l'évaluation, etc. Parce que le basket est vu d'une certaine manière. Puis après, comment faire en sorte pour qu'il ne soit pas trop robotisé, que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, l'exemple de Vincent Collet, pour moi, très parlant. Pour moi, il illustre, et c'est pour ça que j'attends le jour où il fera un livre. J'attends de le lire avec impatience parce que il est issu d'un club de Normandie, d'une terre de basket, de parents qui étaient dans l'association, qui sont partis vraiment à un niveau de base. Il a vécu tout ça et il est allé jusqu'à la finale olympique face aux États-Unis. Et il y a tout dans l'histoire, puisqu'il a été joueur professionnel, donc il est arrivé. Donc l'évolution du professionnalisme, il l'a connu. Entre le début de sa carrière et la fin, c'était plus du tout la même chose. C'était pas la LNB au début, après c'était la LNB. Puis il a basculé comme coach. L'enrichissement de la culture tactique en France, il a connu les générations qui sont devenues très athlétiques, le développement de l'influence de la NBA. Il est passé par toutes ces étapes-là. Et je pense que son expérience de vie illustre tous les 60 dernières années de ça, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. Peut-être évidemment qu'il y en a d'autres, j'imagine que tu en connais un très bien, ça serait, j'ai hâte je sais qu'un jour il sera fait et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça, quoi. Pour tout connaître du parcours d'un mec comme ça, il va falloir plusieurs livres quand même, parce qu'il y a plein de sujets différents entre les anecdotes, la façon de voir. C'est un beau projet de biographie, bien complet. Mais d'ailleurs, tu disais que tu avais plein de projets, c'est peut-être ça en deviendra un, travailler sur ce genre de choses, non? Ah oui, oui, voilà, maintenant c'est sûr que c'est les notions économiques, il faut pouvoir le mettre en place. Je pense que si je m'étais tourné vers un cursus, il y en a sur l'histoire du sport, par exemple, ça pourrait être l'objet d'une vraie thèse. Hein, ça serait confidentiel sans doute, mais en tout cas, ça serait intéressant au moins pour moi. Voilà, mais non, mais c'est sûr que je pense, et ça serait bien que la fédération elle-même puisse
puisse investir sur ce genre de choses. Je pense que c'est important de connaître son histoire. Elle est beaucoup plus documentée, évidemment. Il y a des gens qui sont impliqués, hein. Je pense à Gérard Bosque surtout. Mais, euh, mais oui, c'est super important. Et même à l'échelle des clubs, hein, moi, j'ai essayé de ressortir des vieux dossiers, des vieilles photos. Euh, voilà, vraiment mettre la genèse d'un club, pourquoi il a été fait, comment, si c'était un club qui était multisport comme à l'époque dans les foyers ruraux, et vraiment respecter tout ça et l'enseigner, le transmettre. On en a besoin et, euh, reconnaître aussi, si on est là, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Et enfin, c'est super important et ça, c'est important dans le sport comme dans la vie de manière générale. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et des projets, on en parle, ça revient à ce qu'on disait au début, t'en as plein et peut-être à ajouter, mais ça m'intéresse un peu de savoir comment tu décrirais ce que tu fais actuellement, parce qu'il y a une partie il y a une partie coaching, il y a une partie organisation de ton association, il y a une partie journaliste, il y a une partie commentaire. Tu disais que tu commentais également des Oui, matchs sur LNBTV. Il y a d'autres parties que j'ai oubliées déjà. non, enfin, c'est C'est déjà déjà pas pas mal. mal, hein. C'est C'est déjà déjà pas pas mal. mal. Oui, en fait, ma journée, bon, ben, on a la chance du télétravail. Je travaille en gros sur Bibasket. Je m'occupe mon rôle de rédacteur en chef, c'est-à-dire de gérer la petite équipe qu'on a à Bibasket et de écrire une grosse partie du contenu, évidemment. Sur la journée type heure de bureau à peu près, hein. Évidemment, ça déborde parce que le télétravail et puis l'actualité basket s'arrête jamais. Voilà. Donc, je fais ça toute la journée et le soir, j'entraîne donc sur les terrains et les week-ends, je coach. Donc, c'est surtout ça. Et puis après, bon, dans la journée, on gère aussi l'aspect associatif, l'organisation, les entraînements, les impondérables qui sont une large partie du temps d'une association, c'est-à-dire le coach absent, le Covid, évidemment, ça c'est l'impondérable qui fait perdre 2 heures à chaque journée. Maintenant, heureusement, ça se calme. Mais, et les échanges avec tous les joueurs qu'on a, les coachs et compagnie. Donc voilà, moi depuis mon poste, depuis chez moi essentiellement, après je me déplace heureusement aussi dans les salles, je gère ça. Et puis en fait, le but de Bibasket et son objectif, bon, il y aurait d'autres objectifs si malheureusement si on avait un peu plus de moyens, mais c'est de permettre d'avoir un portail où les gens qui suivent le basket français ont toutes les informations accessibles avec un minimum d'explications. C'est-à-dire que au lieu de devoir aller chercher l'information partout, à droite sur le web, à la fois sur les réseaux sociaux, sur les sites des clubs, sur les PQR, enfin je veux dire les journaux régionaux, etc., on peut retrouver cette information-là. Et puis après, on essaye d'enrichir au maximum et d'apporter. Donc c'est ça, ce côté agrégateur. C'est un côté agrégateur qui est essentiel, qui n'existait pas sur le basket et sur Internet. C'est pour ça que ça a marché. Je veux dire, on arrivait sur un timing où il y avait ce bascule entre le papier et le web. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites autour de la NBA. Il n'y avait rien qui était fait autour du basket français. Et moi, quand j'ai lancé le site, on n'avait même pas la spécificité basket français. Mais comme ça m'intéresse énormément, et je me suis mis à en parler. Et puis surtout, l'accès au basket français était plus facile. Les interviews, évidemment. Et puis, on s'est mis à avoir des informations de transfert qui fonctionnent toujours dans le monde du sport. Et vu que quand on a une, tu as des contacts, et puis après, tu as 2 contacts, et quand tu as 2 contacts, tu as 4 contacts, 8 contacts, et ainsi de suite. Et comme on avait la chance de ne pas s'intéresser qu'au basket de première division, mais aussi les divisions intermédiaires, ensuite évidemment le basket féminin, et bien ça réunit tous les gens en fait du basket français qui viennent toujours d'ailleurs sur Bibasket. Et voilà. Mais moi j'aimerais tellement pouvoir, mais ça reste un petit milieu, ça reste des petits revenus. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'en vivre en partie, donc c'est déjà très bien. Et on a la chance cette année, c'est la première fois aussi, on a un salarié à mi-temps, Alexandre Lacoste, qui lui, on l'a vraiment demandé de se focaliser. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'interviews, de papiers, de fonds sur les acteurs et d'enrichir. C'est-à-dire que l'actualité ramène les gens qui viennent, qui lisent. Et puis après, si on peut aller plus loin, voilà, moi je rêverais d'avoir des analyses typiques sur les choix tactiques des coachs dans le championnat de France. Pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. J'aimerais pouvoir faire des vidéos sur les nombreux prospects. On a tellement de prospects, garçons et filles, et de pouvoir les faire découvrir
de manière qualitative, hein, pas juste faire des highlights et il a mis des crossovers et puis l'autre est tombé. Voilà, bref, j'aimerais pouvoir faire ça. J'aimerais pouvoir parler d'histoire. On essaye de le faire un minimum. Voilà, à chaque fois qu'on écrit des brèves, on n'est pas juste à dire bah, lui il est blessé, il jouera pas. On explique la dynamique, on explique ce qui va se passer sans que ça soit trop long parce que bah, les gens zappent sur le web et c'est ça. Et donc ça c'est toute ma partie Bibasket, c'est mon activité. Et puis après il y a l'activité club, évidemment, dont j'ai déjà pas mal évoqué. Mais bon, il y a plein de choses autour de ça. Ouais. On va parler sur la première partie, donc on va rester sur la partie Bibasket, ça m'intéresse. Il y a un truc que tu as dit et qui est vrai, c'est que moi ce que je trouve fascinant, c'est que ça s'est imposé de telle façon que même les acteurs eux-mêmes en parlent, repartagent et se servent de l'outil comme d'un outil d'information et d'actualité. Je pense que c'est super important. Alors, je sais pas dans quel ordre c'est arrivé, s'il y a eu le support, puis ensuite c'est avancé. J'imagine que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt que, voilà, vous avez réussi à construire des articles, à avoir des gens qu'on écouté, qu'on lu, et du coup, il y a eu aussi les acteurs de l'intérieur qui sont venus. Mais je pense que quand on cherche une médiatisation, bah, c'est super important aussi, quand on met en valeur des gens, d'avoir le soutien de ces gens-là aussi, qui repartagent, qui disent autour d'eux, bah, il faut aller écouter, aller regarder. Et, euh, et le site est super intéressant, je vous mettrai le lien dans la discussion. Pour ceux qui connaissent pas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent pas, quand même, globalement. Ouais, ouais, je sens sans ego, c'est Non, non, normal parce mais, qu'en fait, il y a pas c'est vraiment en fait, nous, il faut que l'information, elle y soit. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a jamais de moment off. Il n'y a pas 300, même le jour de Noël, même le 14 juillet, même si je suis en vacances. Euh, il faut que les informations liées au basket français s'y trouvent. Un joueur, un joueur français a été bon en Turquie, c'est obligatoirement sur Bibasket. Mais ça ne sera pas une fois sur deux, il faut que ça soit à chaque fois. Et il y a un peu cette fiabilité, en plus de la réactivité, etc. Quoique la réactivité, on peut en rediscuter, mais qui existe, qui donne l'assurance et donc qui donne l'assurance d'être vu et d'être lu. Et donc les joueurs eux-mêmes, bah, les coachs, les gens du milieu, ils ont pris l'habitude de venir parce que, bah, on va dire, c'est un peu le seul où il y a cette fiabilité là. et la Voilà, complétude, je dis pas les meilleurs, attention. Je dis pas du tout la qualité. Je parle pas de qualité là. Je parle vraiment, voilà. Par exemple, moi j'ai un fichier où je suis les 23-24 joueurs français qui jouent en NCAA. Je regarde ce qu'ils font et puis je regarde leur dynamique. Et en plus, des fois, on a été critiqué sur le fait que bah, des fois on dit il a pas été bon, il a pas été ceci, il a pas été cela. Bon, on a tendance, en fait, le sujet d'une actualité, par exemple, pour prendre les joueurs en NCAA, on va en parler quand ils sont bons. Voilà. On va pas dire il a été exceptionnel, on va pas survendre. Alors que quand un joueur est mauvais, bah, on fait partie de ce milieu, on comprend, on connaît aussi enfin voilà, moi quand je joue, si je jouais, comme disait, je suis mauvais, certainement que ça me plairait pas. On dit bah il a été discret, il n'a pas été dans son jour et tout, mais c'est pas pour faire de la gentillesse, pour faire de la gentillesse, c'est qu'on appartient à ce milieu, c'est des gens avec qui on échange. Donc quand tu disais ils partagent, et qu'à un moment donné, il y a une forme de respect qui s'est installée. Maintenant, ça fait quand même 12 ans qu'on fait ça. Donc voilà. D'ailleurs, je veux pas parler des gens qui critiquent parce qu'honnêtement, à une époque, c'est arrivé, c'est normal. On faisait beaucoup plus de bourdes et d'erreurs qu'aujourd'hui. L'expérience quand même compte. Mais du coup, on n'a pas ça. Et c'est quand même plus appréciable quand même. et il y a d'un point de vue, donc tu parlais de contact et de source et de machin, ça faire faire partie du contexte aussi, ça aide. Mais c'est quand même marrant de voir qu'aujourd'hui, c'est vous qui annoncez presque des signatures. Alors, t'en as certaines qui sont forcément annoncées par les clubs, que Oui. tu reprends. Mais il y en a où ça vient ça. Ça, c'est une curiosité personnelle, mais dans la relation, d'un point de vue journaliste, enfin, parfois c'est difficile. Donc, t'es dans confiance, tu connais quelqu'un, donc tu discutes. Il y a la marge entre le côté professionnel et le côté personnel. Est-ce que parfois elle est difficile à tenir ou ou tu t'en sors très bien? Non, non, on s'en sort bien parce qu'il faut pas être imbécile. Enfin, je veux dire, il faut pas être bête dans ces situations-là. Et puis, je pense que je parle pas de nous, hein, je parle des gens aussi. Bon, déjà, la nature humaine fait que beaucoup de gens
on a des informations et on parle. Donc, ces informations-là, des fois eux-mêmes, c'est souvent eux d'ailleurs la démarche de dire bah il s'est passé ça parce qu'ils savent que on est en faisabilité de révéler des informations. Donc moi la grosse différence par rapport à avant, c'est que aujourd'hui je vais vérifier. C'est-à-dire que l'expérience et les contacts font que soit les gens je les connais directement. C'est pas forcément comme ça qu'on arrive d'ailleurs à donner des informations, mais les gens qui sont liés. Donc la première des choses, c'est qu'il y a plein de joueurs et ces joueurs sont interconnectés entre eux. Et donc le milieu fait que tout se sait. Et Vibasket, en fait, le pire exemple, c'est les filles. Tout le monde sait au mois de décembre quelles seront les équipes l'année prochaine. Ça, c'est comme ça. Bon, ça change un peu cette année parce que justement, ça faisait 2 ou 3 ans qu'on donnait vraiment des informations avant. Les clubs étaient pas contents. Enfin, j'ai eu des trucs lunaires pour moi parce que mine de rien, on est un des seuls médias qui parlait de ça. Et puis, je me suis fait attaquer par des présidentes de clubs. Je ne vais pas les citer, mais c'est triste d'en venir là. Et bref. Et il y avait vraiment une volonté en tout cas, que ça soit moins répandu, etc. Mais tout se sait. Et puis évidemment, bah, ça revient dans nos oreilles à un moment donné à un autre. Et à ce moment-là, nous, on vérifie les informations. Des fois, ben, par souci de confiance et selon comment on a eu l'information, selon comment elle a été dite, on ne la donne pas dans le temps direct. Après, si elle est publiée, c'est qu'on a vérifié l'information. Et puis, les gens, en fait, ils prennent par argent comptant que c'est fait. C'est-à-dire que si on annonce quelque chose, on va dire, il y a des contacts entre voilà, je parlais, c'était il y a 2 jours entre Nobel Bongukolo et Orléans. Bon, ça c'est fait. Entre guillemets, nous on a dit Orléans cherche à se renforcer. Ils lui ont proposé de jouer sur le poste 4 et il a réfléchi. Et voilà, ça veut pas dire que c'est fait. Bon, bah, entre temps, il a dit oui, quoi. Mais des fois, bah, je me rappelle, il y avait un coach, un ex-coach du centre fédéral qui nous est tombé dessus, mais vraiment virileusement l'an passé, parce qu'on avait parlé de contact l'année précédente, la possibilité de Vincent Collet d'aller au Metropolitans. Mais c'était juste la possibilité. Et ça avait du sens. Et l'histoire a montré qu'effectivement, il y avait des atomes crochus et il y avait déjà des contacts sans vouloir aller dans les détails. Mais du coup, voilà. Puis je pense qu'il y a des gens sur des informations, ils disent je veux pas t'empêcher de faire ton boulot. Moi, je les contacte, je les appelle, je leur dis écoute, j'ai entendu que un tel pouvait changer de club pour aller vers cette destination. Est-ce que c'est vrai, etc. Et puis eux, ils m'en auraient pas parlé d'eux-mêmes parce que ça les concerne et peut-être que ça les dérange que ça soit annoncé avant que ça soit officiel, surtout quand il y a des négociations, etc. Mais ils sont pas cons et si j'arrive à échanger encore contre eux, c'est souvent parce qu'ils sont pas cons. Ils se disent je veux pas t'empêcher de faire ton taf, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Après ils vont dire bah voilà ce qu'il en est selon eux. Et puis ils vont dire des choses qu'on sait pertinemment quand on échange, on le sent. Est-ce que ça on a le droit, on a le droit d'en parler? Est-ce que ça on a le droit d'en parler? Et puis après nous on le met à notre sauce pour que ça soit correct pour tous les acteurs et que surtout ça soit juste. Et parce qu'avant justement, avant il y avait une marge d'erreur il y a une dizaine d'années parce que peut-être qu'on avait une source d'information. La base du métier de journaliste, c'est de recouper les informations. Maintenant, on en a deux. Si on estime que les deux, c'est pas à 100% sûr, ben on va aller en chercher une troisième. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas annoncées parce qu'on n'avait pas eu l'information. Et puis, entre-temps, elle est sortie. Enfin, on n'avait pas eu la confirmation. On s'est dit, c'est un peu bancal. On n'y va pas. Et puis, voilà. Moi, je préfère être comme ça. Et voilà. Et puis, on n'est pas à la course du scoop. Il faut le dire. C'est pas le là, but effectivement. C'est pas dans ce but-là que tu l'as créé. C'est pas comme ça que je l'ai créé. En fait, c'est arrivé par défaut. C'est-à-dire qu'on a commencé à en mettre un ou deux parce qu'on avait des informations. Parce que moi, je connaissais déjà des acteurs du milieu. Et puis derrière, comme j'ai dit, on est sans cesse sollicité. Et après, ben, on est dans le milieu. Donc, quand tu vas dans une salle, tu as toujours des gens qui vont te dire, voilà, mais sur des trucs à la con, tu vas à un entraînement, puis tu vois qu'il y a un mec qui est blessé, qui s'entraîne pas. Et puis, tu parles avec le directeur sportif, il dit, ouais, et il a fait une radio ce matin, il a un trait de fracture, il faut l'arrêter, on va chercher un remplaçant médical. Et puis voilà. Et puis et après, voilà, on interagit avec les gens du milieu et c'est des choses qui sont manifestement très intéressantes pour le milieu, de savoir comment les équipes se réorganisent. Là, on arrive à la deadline avant le 28 février pour la Ligue nationale de basket. Il y a plein de choses qui se passent. Et en même temps, c'est très intéressant de mettre des focus là-dessus parce que bah, typiquement, cette année, c'est la première année, il n'y a jamais eu aussi peu de joueurs sur le marché. Et il faut se poser la question pourquoi et comment le championnat doit s'organiser autour de ça.
les clubs se rendent compte que ah ouais merde, putain, je peux pas me renforcer. Donc il faudra peut-être que je construise mon équipe différemment l'année prochaine. Après, il y a des directeurs sportifs. On se rend compte qu'un directeur sportif qui a du réseau, c'est super important. Par exemple, Strasbourg, il y a Nicolas Alberani, que tout le monde cite un exemple maintenant dans le championnat de France. Ben, il cherchait quelqu'un pour remplacer Jarel Eddy. Ben, il n'y a personne sur le marché. Ben, il va essayer de faire sortir un joueur d'un autre club. En l'occurrence, s'est fait prêter un joueur du Maccabi Tel Aviv qui jouait pas beaucoup. Ben, peut-être que les autres clubs ils vont se dire ben, c'est super important d'avoir un directeur sportif de cette compétence-là. Et ça fait évoluer. Et puis aussi de se dire bah, le basket, il est super internationalisé aujourd'hui. On a la concurrence du championnat australien, du championnat coréen, japonais. On a la BOL en Afrique aussi qui arrive à récupérer des joueurs. Et du coup, il n'y a plus de joueurs sur le marché. La G-League s'est développée. Et du coup, peut-être qu'il faut s'appuyer plus sur un centre de formation ou sur des choses comme ceci. Donc, encore une fois, les transferts disent quelque chose de notre monde du basket. Ouais. Ouais, le fait de se renforcer tout au fur et à mesure de la saison comme ça, c'est un autre sujet encore, mais sur lequel on pourrait passer, moi je pourrais passer plusieurs heures, mais c'est un autre sujet. Sur la partie journaliste comme ça, enfin sur la partie du basket, est-ce qu'il y a une chose, un moment en particulier dont tu es fier actuellement quand tu te retournes, ça commence à faire 12 ans quand même, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te rend fier? J'ai pas trop réfléchi en amont et il faudrait. Je te prends un peu par Non, surprise, hein, je suis non, moi désolé. je suis content que justement cette fiabilité, on l'ait acquise. Je pense aussi qu'il y a un respect du monde dans lequel on est. Je parlais du côté qu'on est agrégateur. Au début, on avait des soucis avec les journalistes parce que on reprend une partie de leur contenu et on essaye de les mettre avant et les respecter. Je pense que quand je vois ce que des fois les autres font par rapport à nous sur des informations, même si ça m'est égal, franchement, honnêtement, mais je vois comment c'est fait, je me dis que peut-être qu'au niveau de l'état d'esprit, on est un petit peu mieux. Après, moi, ce que j'aime, c'est la richesse des liens que j'ai pu créer avec les gens du milieu. Voilà, moi, c'est pour ça aussi, comme j'ai cette casquette un peu coach, quand je vais voir des coachs, je vais parler avec eux. On va parler beaucoup plus technico-tactique. Et après, on a cette vision aussi développement. Et je trouve que j'ai pu avoir des atomes crochus avec certains. Et, euh, et je pense que aussi c'est peut-être présent pour eux d'avoir quelqu'un où ils vont peut-être parler finalement de ce qui les intéresse et pas d'avoir des questions de base très journalistiques, je veux dire, autour du sport. Donc il y a ça. Et puis après, j'ai vécu des choses. Après moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est ça, j'avais un gros focus, c'était sur les jeunes. On sait vraiment. Alors, ça peut freiner parce que moi, ce que j'adore faire, c'est aller sur les championnats d'Europe jeunes. C'est bien parce que déjà, c'est toujours dans des bleds pas possible. Enfin, je suis allé dans des endroits, même en France, hein, En France, ne serait-ce qu'aller à Temple-sur-Lot, tu dois connaître. ouais, bien sûr. C'est un tout petit village et puis tu vas dans cette zone d'entraînement et puis tu peux discuter avec le staff des équipes de France qui sont souvent très sympas et puis tu vas au bout de la Macédoine du Nord, tu vas au bout du monde et puis tu vois dans des vieux gymnases des futurs prospects et tu suis leur développement. Et pendant pas mal d'années, on s'est vraiment focus là-dessus, en tout cas moi, et je suivais là-dessus. Et puis j'aime bien voir que des joueurs qu'on a mis en avant et qui n'étaient pas du tout dans le haut du panier aujourd'hui ils sont presque, ils vont se faire drafter, etc. C'est toujours intéressant. Et, euh, et puis il y a aussi l'autre aspect que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et, l'autre aspect un peu une petite fierté, il y a beaucoup de gens qui sont passés par Bibasket et qui aujourd'hui travaillent dans le milieu, soit en tant que journaliste, soit dans le milieu du basket tout simplement. Et ils ont connu une expérience, un stage, ils ont écrit sur Bitbasket sous un statut de bénévole parce que ça a été très longtemps sur tout ça. Et puis dans les rédactions aujourd'hui, quand je vois l'équipe RMC, beaucoup de presse locale, des gens qui sont passés chez nous, je me dis que on a peut-être été dans leur parcours un moment où ils ont parlé de basket et ça leur a plu, ils ont continué à le faire et aujourd'hui ils permettent qu'on parle plus du basket ailleurs et ils le font avec peut-être des compétences accrues grâce à leur passage, sans que ça vienne de nous, mais parce qu'ils l'ont fait. Voilà, donc ça fait partie des sources de fierté. C'est une très belle source de fierté. Ouvrir des portes aux autres, c'est beau. Hmm. C'est beau. En plus, tout en faisant la partie. Alors, je sais qu'il y a une question de moyens aussi et qu'il y a des choses autour, tu le disais tout à l'heure, que tu voudrais faire, notamment au niveau de l'explication et de la vulgarisation et de mettre du contenu
plus tactique, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal avec le temps et les moyens, parce que c'est, encore une fois, on reste sur un modèle économique Qui est difficile. Mais ça, c'est aussi ma faute, hein. Je veux dire, c'est un des aspects. Malheureusement, on est touche à tout. J'ai parlé de mes multi-casquettes et de mon emploi du temps qui est très chargé. Et enfin, il faut des fois savoir renoncer à certaines choses pour pouvoir arriver à faire mieux les choses. Je pense que si moi, par exemple, je m'étais moins mis à écrire et moins prendre de temps et plus prendre de temps pour le développement de basket, ben, ça aurait peut-être fonctionné mieux. Voilà. Ensuite, je me suis trompé dans certaines associations avec des personnalités qui avaient des visions différentes. Et puis, il y a des choses que moi, je maîtrisais pas. Quand on lance un média, par exemple, en école de journalisme, on ne nous apprend pas à créer un média. Et je veux dire une entreprise telle qu'elle. C'est jamais, ça fait pas partie des possibilités qu'on nous enseigne. Donc, voilà, moi, je n'avais pas du tout j'ai peut-être l'esprit d'entreprise, mais un truc comme ça, mais j'avais pas du tout l'intention de dire je ferai de catch and shoot ma vie. C'est juste que ça a fonctionné, ça a généré des attentes, et puis j'ai voulu continuer. Et puis il y avait le moyen quand même de développer un média sur le basket français. Je trouvais ça intéressant, mais j'avais aucune idée, aucune notion de comment le faire. Et du coup, ça génère des erreurs dans lesquelles des fois on est bloqué. Ça génère, voilà. Et puis après, bon, c'est surtout mon propre chef. Je pense qu'on pourrait développer un peu plus du basket et son aspect économique et donc le média. Maintenant, il faudrait que je sois à plein temps là-dessus, mais ça serait aussi renoncer peut-être à mes capacités d'évaluation technico-tactique si j'arrêtais à côté. Puis c'est perdre pied avec ce que c'est vraiment le basket, c'est-à-dire être dans le milieu associatif, savoir former, savoir faire venir des gens au basket, savoir faire la promotion du basket tout simplement. Je pense que ça m'aide, c'est très complémentaire avec mon activité, ça m'aide dans mon activité de journaliste autour du basket. Donc voilà, mais c'est loin d'être évident. C'est H24, voilà, mais il faut se staffer pour se pérenniser et on est en plein dedans. Donc, j'invite les gens qui ont des bonnes idées à nous contacter, à nous solliciter, à nous suggérer des choses, à nous aider. On est très ouvert et très preneur. et puis t'as trouvé ton équilibre à toi aussi dans ce que tu fais. On a commencé par ça et je pense que c'est pas mal de terminer par ça, c'est que voilà, il y a un côté passionné où tu fais plein de choses et que si jamais peut-être t'avais pas ces choses à côté, notamment l'entraînement et l'association, t'aurais pas cette vision, tu mettrais pas la même énergie et ce serait du coup par d'écoulement, pas aussi pas aussi toi le basket. Donc Ouais. Moi, mon rêve, je veux finir avec ça, hein, c'est mon rêve, je suis allé en Grèce un jour, et en Grèce, il y a le site Eurohoops, qui est un site en anglais sur le basket européen essentiellement, et ils ont fait une académie avec 3 terrains, un clubhouse, des bureaux, parce qu'ils gèrent aussi le contenu en anglais des sites de l'Euroleague, des l'Eurocup, ils ont un contrat avec eux, et moi, j'y suis allé parce que c'est mon rêve, ça serait d'imbriquer mes deux activités en même temps, de faire une académie à Montpellier. Une académie, c'est un mot un peu fourre-tout à la mode, mais en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est un joueur, un prospect, on peut le prendre de point de vue large. On intègre un centre de formation et l'accès aux bonnes conditions d'entraînement régulière ne se fait que par la potentialité pour le haut niveau. Et quelqu'un un joueur de niveau région lambda, qui fait 1m80 et qui n'a pas de potentialité pour aller jouer un jour en niveau professionnel, il ne peut pas accéder à ça. Et c'est le système scolaire aussi qui est régi comme ça. Et moi, j'aimerais que tout le monde puisse y accéder. J'aimerais qu'il y ait la partie élite, parce que j'aime la performance et que j'ai envie aussi, en plus, je l'ai dit qu'à Montpellier, il y a un niveau de performance plus élevé que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, qu'il y ait cette partie-là. Ensuite, qu'il y ait cette partie qui donne un accès à une possibilité à chacun et chacune de pouvoir mettre le basket plus au centre de sa vie, c'est-à-dire de faire des cours le matin et de faire du basket l'après-midi sous différentes formes, hein, parce qu'il y a le développement mental, il y a le développement physique, il y a plein de choses, voilà, de s'entraîner. Et puis aussi de créer du lien, vraiment, que ce soit un lieu de vie. Je me rappelle, moi, ce qui m'avait marqué aux États-Unis,
au début. Maintenant, j'étais sûr que ça allait arriver, qu'il y ait tous ces trucs basiques fit, ces centres de musculation. Mais là-bas, ben, il y avait des centres de loisirs sportifs, euh, de monde de consommation, puisque l'associatif aujourd'hui, c'est vraiment de la consommation, hein. Moi, dans mon club, on est 5 ou 6 salariés, des BPGEPS, des services civiques, parce que les gens, ils attendent un niveau professionnel, des alternants marketing et compagnie, hein. Et du coup, il y avait, je m'y perds, mais il y avait des terrains, des saunas, un restaurant, et puis il y avait un lieu de vie, puis on pouvait créer des événements autour, des tournois le soir, des tournois loisirs, des tournois mixtes. Il y a tout cet aspect humain qui est faisable avec un vrai centre, un vrai lieu de vie tourné autour du basket. Mais, euh, mais voilà, ça serait mon rêve de pouvoir combiner les deux. Alors, il faut le pouvoir lever les fonds. Le foncier à Montpellier, c'est incroyable. C'est très difficile. Et puis en plus, il y a aussi le système scolaire avec lequel se lier. Donc voilà, mais c'est mon but un jour de pouvoir le faire. Et je travaille un peu dessus, même si ça reste plus du domaine du rêve pour l'instant que de la réalité. Ah, c'est excellent, c'est alors. Bah, écoute, bon courage. C'est un beau projet. Moi, je crois en ce genre de choses, de plateformes multidisciplinaires et croisées et pour intégrer toujours plus le sport dans la vie en général des gens. Avec une académie de coach, et on pourra faire des colloques Process Corp avec grand plaisir. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était un échange très enrichissant. Donc, merci pour ça. Et puis je te laisse le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, ben, déjà, merci pour cette sollicitation. Comme tu l'as dit au début, c'est assez rare et c'est toujours plaisant. Et puis, merci pour nous permettre d'avoir ces épisodes à la fois sur des acteurs du milieu, à la fois sur des choses tactiques. Je vois que dans le basket, il y a de plus en plus de gens qui contribuent et qui fournissent du contenu vraiment superbe. J'aimerais un jour qu'on puisse tous se réunir et faire justement une vraie plateforme, un vrai centre qui, quelque part, a une sorte de service public du basket français. Et je pense que le basket a de très beaux jours devant lui en France parce que justement, il y a plein de compétences comme ça qui méritent d'être mises en avant et qui méritent de réfléchir tous ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à avancer.